Bonjour, je voudrais donner mon avis sur 3 idées largement répandues à propos de la crise sanitaire, économique, sociale et demain sans doute politique, sans précédent, que nous vivons. Ces 3 idées me paraissent fausses. Première idée reçue, le virus serait la cause de la crise économique. En réalité, avant même l'arrivée de l'épidémie, l'économie mondiale était dans un état d'affaiblissement et de vulnérabilité à des chocs du type de celui que nous avons connu avec le coronavirus et qui d'ailleurs était tout à fait prévisible. Nous vivons dans une économie qui est capitaliste et qui est mondialisée. Et il est heureux qu'on puisse coopérer à l'échelle du monde pour produire les biens dont la population du globe a besoin, et en particulier ces biens communs que sont l'énergie, l'accès à l'information, la protection du climat, et bien d'autres choses encore, et en particulier tout ce qui tourne autour du partage et de l'utilisation des informations. Mais dans le monde où nous vivons, ces partages ne sont pas organisés en fonction des intérêts et des aspirations qui correspondraient au développement de tous les êtres humains qui habitent sur la planète. Ils sont organisés très précisément par des multinationales, des grandes firmes, qui obéissent à des critères de rentabilité sous la surveillance étroite des marchés financiers qui sanctionnent d'un instant à l'autre tout écart par rapport aux normes capitalistes de gestion. Et sous l'empire de la domination du capital, la mondialisation contemporaine a été organisée pour tenter de s'opposer à tout ce qui freine la rentabilisation des capitaux. Or, bien des choses freinent cette rentabilisation, et ça rend en quelque sorte les gestions d'entreprise et les politiques économiques encore plus agressives contre les droits des travailleurs, contre les services publics, avec l'objectif de faire baisser le coût du travail et de conserver une part maximale de la richesse pour les actionnaires, les créanciers et les grands financiers. À cause de ça, on avait déjà commencé à percevoir à la fin de la décennie 2010 un premier ralentissement de l'économie, au moins dans la zone euro, tandis que les États-Unis utilisaient leurs privilèges financiers, monétaires, économiques, politiques pour pousser les feux encore d'une croissance, mais qui devenait de plus en plus malsaine. Il y avait une suraccumulation de capital qui, tôt ou tard, devait finir par éclater et provoquer une récession. Et ce qu'on voyait en particulier de façon particulièrement claire, c'est la suraccumulation de capital financier sur les marchés de capitaux, sur les bourses, avec une spéculation qui n'avait tiré aucune leçon de la crise terrible de 2008-2009, et on savait que toutes les conditions d'un krach étaient réunies. Le baril de poudre était encore bien plus gros que celui qui avait explosé en 2007, et la mèche était déjà allumée. Le coronavirus est venu précipiter ces évolutions, provoquer une chute de l'offre avec le confinement, provoquer une chute de la demande avec la fermeture de toute une série d'activités dans le domaine du tourisme, du commerce et de la consommation des ménages. Et c'est ce qui induit maintenant des enchaînements de plus en plus menaçants sur le plan de l'activité économique, sur le plan financier et malheureusement aussi et on va s'en apercevoir de plus en plus sur le plan social, celui de l'emploi, celui des salaires, celui de la situation de la population. Donc non, le coronavirus n'a pas causé la crise, il l'a précipité, il en a été le catalyseur. Deuxième idée reçue, et à mon avis fausse, demain, le jour d'après, rien ne sera plus comme avant. C'est très contestable. Premièrement, est-ce qu'il y aura un jour d'après? La fin du confinement ne voudra pas dire la fin de l'épidémie. Il pourra y avoir une continuation de la circulation du virus et même le risque d'un retour de vagues épidémiques du style de celles qu'on a connues et qu'on est en train de connaître aujourd'hui. Donc, et du point de vue économique, la sortie de la récession qui est en train de se produire, qui est la plus violente en temps de paix probablement dans l'histoire du capitalisme, elle ne sera pas du jour au lendemain. La demande ne va pas repartir comme ça, les gens ne vont pas repartir en voyage et consommer comme ils le faisaient auparavant. On s'en aperçoit déjà un peu en Chine. Et l'offre va être très abîmée. Malheureusement, on peut craindre que beaucoup d'entreprises aient disparu, que des millions d'emplois
l'Organisation internationale du travail a parlé de plus de 150 millions d'emplois supprimés à cause de la crise. Ces emplois-là ne vont pas revenir du jour au lendemain. Les compétences qui auront été ainsi gâchées ne reviendront pas tout de suite. Donc, la sortie de la situation où nous nous trouvons, si elle a lieu, sera longue et laborieuse. Et elle sera d'autant plus longue et laborieuse qu'il y a une chose qui, semble-t-il, n'est pas en train de changer. Ce sont les politiques menées par les principaux gouvernements occidentaux. En France, on voit bien qu'Emmanuel Macron a comme comportement de poursuivre contre vents et marées en s'adaptant aussi habilement que possible aux circonstances et aux évolutions de l'opinion, mais il continue la politique qu'il avait annoncée avant son élection, qu'il a mise en œuvre depuis son élection et qu'il continue de mettre en œuvre dans la crise, avec la ferme intention de continuer à la mettre en œuvre de façon aggravée après. On le voit bien avec... ils ont sauté sur l'occasion, le gouvernement et le patronat, pour faire sauter les normes et les règles protégeant les travailleurs en matière de durée du travail. Et on a bien entendu l'intention du MEDEF, plus ou moins fortement affirmée, de maintenir ce genre de dispositions dans l'avenir. Et puis on nous dit que la sortie de la crise va coûter beaucoup d'argent et que par conséquent, il faut se préparer, après la sortie de crise, à éponger les dettes qui auront été contractées pour dépenser cet argent. Et donc on nous annonce déjà des plans d'austérité encore plus féroces que ceux que nous avons connus jusqu'à présent. Et comme une des composantes de cette politique d'Emmanuel Macron était la mise en œuvre autoritaire dans une conception de maintien de l'ordre, de répression de la colère sociale, dont on a eu de nombreux exemples depuis 2 ou 3 ans, ça aussi, ça continue. Et d'ailleurs, le contexte du confinement et de la sortie du confinement, du contrôle des comportements, offre une occasion rêvée pour pousser ses pions dans cette direction-là, avec là encore l'intention que ça continue après. Et en plus, ce gouvernement fait vibrer la corde de l'union nationale, en appelle à l'union sacrée, et cherche à enrôler derrière lui les forces sociales, syndicales, politiques, associatives, au nom du danger commun et de la nécessité de le combattre. Et puis peut-être demain, ça sera peut-être la nécessité de combattre un ennemi extérieur. Il y a donc là de grands dangers. Ça signifie que si nous voulons en effet qu'il y ait une issue à la crise et qu'il ne soit pas une issue catastrophique, si nous voulons résoudre les problèmes qui sont posés aujourd'hui, il faut tenir compte de ce que disait Albert Einstein, on ne résout pas les problèmes avec les idées qui les ont provoqués. Si l'on veut vaincre l'épidémie, protéger la population, surmonter la crise économique, sociale qui l'accompagne, il ne faut pas continuer à déverser de l'argent sur les marchés financiers, sur les entreprises, en leur demandant d'être le plus rentable possible, et pour cela, d'écraser les capacités humaines au nom de la diminution du coût du travail, et d'écraser les services publics au nom de la préservation de la rentabilité des entreprises. Il faut faire tout le contraire. Il faut préserver à tout prix la capacité de développement, d'initiative, de créativité de tous les êtres humains qui vivent sur la planète, donc en commençant bien sûr par leur santé, mais aussi leur emploi. La sécurisation de l'emploi dans la crise doit être un impératif pour permettre à la fois aux gens de vivre aujourd'hui et pour permettre la reconstruction, la relance de l'économie dès qu'il sera possible, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, de reprendre toutes les productions qui sont nécessaires, et dès aujourd'hui, pour développer les productions urgentes en matière de médicaments et de moyens indispensables. Donc, préserver les capacités, ça veut dire préserver tous les emplois, empêcher toute suppression d'emplois, et c'est en quelque sorte mettre en œuvre dès aujourd'hui, tout de suite, dans l'urgence, en sachant très bien que nous ne sommes pas prêts à réaliser un système parfait, mais tout de suite dans l'urgence, mettre en pratique les principes qui inspirent la proposition communiste de la sécurisation de l'emploi et de la formation pour toutes et pour tous. C'est un projet de grande portée pour la transformation sociale, mais c'est un projet qui peut nous servir tout de suite pour créer les conditions
d'une victoire contre l'épidémie et contre la crise. Et le deuxième volet très important des solutions qu'il faut apporter à la crise, c'est le développement des services publics. Les services publics sont essentiels pour le développement des capacités humaines. Ils sont aussi indispensables, ils vont être particulièrement indispensables dans une économie qui est blessée au cœur, dans laquelle on n'est pas sûr du tout que la demande va repartir. Précisément, le développement des services publics, ça permet de relancer l'activité sans s'en remettre au marché, aux banques, aux financiers, aux multinationales. C'est ça les principes d'une politique qu'il faudrait mettre en œuvre pour s'attaquer à la crise. Mais pour ça, il faut mettre en cause le pouvoir dont disposent les tenants du capital. Il faut remettre en cause cette logique de la domination du capital en imposant une autre utilisation de l'argent des entreprises, de l'argent des banques et de l'argent des banques centrales. Troisième idée reçue que je crois fausse également, les banques centrales vont nous sauver. Alors, les financiers, les gouvernements ont en tête ce qui s'est effectivement passé après 2008. Les banques centrales, la Réserve fédérale américaine, la Banque du Japon, la Banque centrale européenne, ont injecté des milliers de milliards de dollars dans les systèmes bancaires et dans les marchés financiers. Et en effet, cette intervention a permis d'empêcher l'effondrement total du système financier occidental, et on n'a pas eu un effondrement complet de l'économie mondiale, malgré une très forte récession. Et c'est ce qu'ils sont en train de recommencer maintenant. Ce que font les banques centrales aujourd'hui, c'est à peu près la même chose en plus grand. Par exemple, la Banque centrale européenne, depuis 2008, avait créé 4 000 milliards d'euros, sous différentes formes. Et là, d'ici à la fin de l'année, elle a annoncé qu'elle allait de nouveau créer 4 000 milliards d'euros, 1 000 milliards sous forme d'emprunts sur les marchés financiers, 3 000 milliards sous forme de prêts aux banques pour les inciter à prêter aux entreprises. Mais ça ne va pas marcher. D'abord parce que la crise, on l'a vu, aujourd'hui est bien plus profonde que celle de 2008, 2009, 2012. Et parce qu'on a vu aussi, depuis 2008, 2009, 2012, que les remèdes apportés par les plans de relance et par les interventions des banques centrales n'ont fait que reporter les échéances et aggraver encore les causes qui ont conduit à nouveau à une crise très, très violente, celle que nous vivons aujourd'hui. Et donc, il faut procéder tout à fait autrement si on veut vraiment s'attaquer à la crise présente. Alors on ne sera pas étonné de voir que pour ce qui nous concerne, nous préconisons de prendre les choses complètement à l'envers. Non pas attendre une manne qui tombe de Francfort au gré des décisions des gouverneurs, mais développer un processus de décision, de prise de pouvoir démocratique, décentralisé, dans les bassins d'emploi, dans les départements, dans les régions pour ce qui concerne la France, pour rassembler l'ensemble des forces politiques, sociales, associatives, et définir ensemble quels sont les objectifs prioritaires que nous vivons, quelles sont les productions qu'il faut absolument développer en urgence pour faire face à l'épidémie, quelles sont celles, au contraire, qu'il faut suspendre en attendant qu'une situation sanitaire plus normale soit rétablie. Quelles sont les mesures à prendre pour respecter cet impératif dont je parlais il y a un instant de maintien de tous les emplois, de développement des capacités avec des efforts de formation, de développement de l'effort de recherche qui est indispensable pour combattre l'épidémie aujourd'hui et pour combattre les futurs problèmes sanitaires qui vont se produire, par exemple, et pour combattre aussi, répondre aussi aux défis écologiques. Donc c'est à partir d'une concertation, d'une confrontation démocratique des points de vue dans les territoires que l'on devrait définir quels sont les objectifs à poursuivre en priorité. Et nous proposons pour ça la constitution de commissions, de conférences locales, départementales, régionales, peut-être sous l'égide des conseils régionaux et des comités économiques et sociaux régionaux, dans l'urgence, pour définir ces priorités, pour adopter des projets à soutenir en priorité et contrôler l'exécution de ces projets et vérifier que les engagements pris par les uns et par les autres dans le cadre de ces conférences sont bien tenus. Par exemple, nous demandons que loin de réduire le droit des représentants des salariés, au contraire, d'élargir les prérogatives ce qu'on appelle aujourd'hui les comités socio-économiques, à la faculté de saisir les autorités régionales,
peut-être ces conférences régionales de mobilisation pour la lutte contre la crise, en cas de non-respect des engagements pris par les entreprises, de mauvaise utilisation des aides publiques, d'évasion fiscale, de plans de licenciement ou de destruction de capacités de production. Donc c'est vraiment conquérir des pouvoirs pour faire vivre une démocratie économique et une démocratie sanitaire. Alors, on en est loin aujourd'hui, mais on peut commencer tout de suite. Par exemple, dans différentes régions se constituent des comités d'urgence et de mobilisation avec un objectif immédiat qui est la modification des plans régionaux de santé, puisqu'on voit bien que les politiques de santé qui ont été menées jusqu'à l'éclatement de l'épidémie nous ont mis en grande difficulté pour répondre aux exigences que posait cette épidémie. Alors, cette mobilisation démocratique nationale, elle doit s'inscrire dans une planification globale, mais cette fois-ci démocratique et décentralisée. Et cette planification, elle doit s'étendre à l'utilisation des moyens de réaliser ces objectifs. On sait très bien qu'on n'obtiendra pas ces moyens en empruntant auprès des marchés financiers. Eux, ils ne voient que la rentabilité. Donc c'est précisément le contraire de ce que nous voulons faire. En revanche, la Banque centrale européenne peut utiliser sa création monétaire, son pouvoir considérable, les milliers de milliards d'euros qu'elle peut créer, qu'elle est en train de créer. Mais elle doit les utiliser non pas pour soutenir les marchés financiers ou pour valider les choix d'investissement ou de non-investissement que vont faire les banques et les entreprises. Elle doit le faire pour répondre aux exigences qui ont été exprimées par les populations. C'est pourquoi nous proposons la création d'un fonds d'urgence et de mobilisation en France, qui rassemblerait différents fonds, des fonds d'origine fiscale, mais aussi des fonds avancés par la Banque centrale européenne sous forme de prêts à des taux très bas, moins 0,75%, c'est le taux qu'elle pratique actuellement, ou encore moins, ou bien même des avances non remboursables, c'est une idée qui est dans l'air aujourd'hui et qui est dans l'air à juste titre, par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations prêterait plusieurs centaines de milliards à ce fonds, et elle emprunterait l'argent nécessaire auprès de la Banque centrale européenne. Les traités européens tels qu'ils sont rédigés aujourd'hui ne l'interdisent pas. Et là, la différence radicale par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, c'est que l'utilisation de l'argent ne serait pas le monopole des traders sur les marchés financiers, des patrons des entreprises, des banquiers et des gouverneurs de la Banque centrale européenne de Francfort. L'utilisation de l'argent irait là où un processus démocratique de décision, de planification et de contrôle aurait permis de définir les objectifs prioritaires et l'orientation prioritaire de l'argent dont on peut disposer. On voit que cette proposition repose en quelque sorte sur une philosophie. On veut à la fois définir des nouveaux objectifs sociaux, économiques et écologiques à la production, à l'activité économique. Pour cela, on n'a pas d'illusion, ça ne viendra pas tout seul de la société, la transformation sociale n'est pas au coin de la rue. Il faut donc conquérir des pouvoirs et nous avons des institutions qui peuvent aider à conquérir ces pouvoirs, des conférences régionales, des fonds comme ce fonds national de mobilisation qui pourrait être élargi à un fonds de développement économique, social et écologique européen en coopération avec l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Et puis, ces pouvoirs, il faut les utiliser pour utiliser autrement les moyens financiers dont on dispose. Ce triangle systémique, c'est précisément celui qui inspire qui a inspiré les travaux du 38e congrès du Parti communiste français, c'est-à-dire que, évidemment, les événements qui se déroulent aujourd'hui sont totalement nouveaux et sans précédent dans l'histoire, et ils ont un caractère catastrophique et par bien des aspects angoissants, mais nous ne sommes pas complètement pris au dépourvu par ces événements, parce qu'il y a des idées qui existent, et qui, j'allais dire, ne demandent qu'à être défendues, répandues, et si possible adoptées, pour nous donner les moyens de combattre vraiment cette crise et de venir véritablement à bout à la fois de l'épidémie et de la crise économique qui en est en quelque sorte la source jumelle. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de contribuer à cette action politique.